Le monde des cavernes, un continent inconnu qui fascine. Sous nos pieds, un monde insoupçonné d'une incroyable diversité abrite d'étranges animaux et des trésors naturels. Un véritable réseau souterrain constitué de millions de grottes dont l'exploration ne fait que commencer. D'où viennent ces grottes? Comment se sont-elles formées? Que cachent-elles? Et comment les explore-t-on? Alain Grignard, Florence Jadot, Robert Lévesque et Jean-Paul Courmont, tous spéléologues, tentent de répondre à ces questions et nous entraînent à la découverte de ce continent mystérieux. Bon ben voilà, ma première descente dans un volcan. Je devrais me retrouver déguisé en merguez pour Halloween. Dans Le Voyage au centre de la Terre, les volcans servaient d'accès au monde souterrain pour les héros de Jules Verne. C'est par là que nous aussi, nous commençons notre exploration. C'est sur un souffle chaud qui sort de là, quelque chose de pas plus. Nous sommes sur l'île de Lanzarote, dans l'archipel des Canaries, à une centaine de kilomètres des côtes du Sahara. Il y a des centaines de millions d'années, bien avant l'apparition de la vie sur notre planète, la surface de la Terre se sculptait au gré des éruptions volcaniques. C'est à l'occasion de ces éruptions que se forment les premières cavités, un phénomène que l'on rencontre moins souvent aujourd'hui. Juan Carlos Martínez Méndez, un spéléologue de Lanzarote, guide Florence Jadot et Alain Grignard dans la mer de lave qui s'est formée lors d'une éruption en 1730. La coulée a laissé un long tube creux sur son passage, dont le plafond, trop mince, s'est rapidement effondré sous son propre poids. Résultat, un immense canyon sinueux, tel ceux que l'on observe à la surface de Mars ou de la Lune. Un peu plus loin, à l'est de l'île, sur une mer de lave beaucoup plus ancienne, les effondrements sont alignés, comme des traces de pas d'un géant imprimées dans la terre. Une coulée extrêmement fluide a dévalé les flancs du volcan. Sa partie supérieure s'est refroidie et solidifiée au contact de l'air. Au centre, la lave en fusion a creusé le sol, laissant un espace vide derrière elle, jusqu'à la mer, à une dizaine de kilomètres du cratère. Puis la terre s'est calmée, la lave s'est refroidie et tout s'est figé. Juan Carlos conduit l'équipe dans le Malpais, la mauvaise terre où rien ne pousse, disent les habitants. Ici, en s'effondrant, le tube a créé les rameos, des gouffres qui donnent accès à ces grottes mystérieuses. La roche volcanique est particulièrement friable et coupante. Pas question d'y planter des pitons pour amarrer une corde. Heureusement, la végétation fournit des ancrages naturels. Tu fais un rappel là-dessus, moi je vais faire le de l'amarrage là-bas. Les parois sont en surplomb. Les spéléologues sont équipés de baudriers et de descendeurs, indispensables pour atteindre le fond du gouffre. Alain Grignard, fort de son expérience de montagnard, descend le premier. Un sac spéléo placé sur la roche évite tout frottement qui pourrait cisailler la corde.
30 mètres plus bas, un immense porche s'enfonce à l'horizontale sous la terre. La largeur de cette galerie laisse imaginer le volume et la formidable puissance d'une coulée de lave en fusion à plus de 1000 degrés. Ce tube de lave est très jeune, 3000 ans, peut-être un peu moins. Un détail à l'échelle géologique. À l'origine, le monde souterrain devait ressembler à ce site. D'ailleurs, on a cru longtemps que toutes les grottes du monde étaient d'origine volcanique. Et l'activité volcanique était telle que des cavités se faisaient, se défaisaient en quelques années, parfois même en quelques jours. Une éruption détruisait un tube pour en recréer un autre. Parfois, il se dédoublait ou se superposait. Par endroits, le tube se divise en plusieurs galeries. La lave liquide a rencontré là un obstacle naturel qui l'a obligé à se séparer en 2 coulées. Il forme aujourd'hui un pilier central qui semble soutenir la voûte. Ah, c'est par là? Des formes étranges sur les parois rappellent les stalactites ou les draperies des grottes classiques. On les appelle des staphylite. Ces curieuses concrétions se sont formées en quelques secondes par le refroidissement brutal de la lave en fusion. Ven como aquí hace 2 tubos paralelos, ¿no? Las coladas, ¿no? Las formaciones que dan. Dans des galeries plus étroites, les traces du passage de la lave liquide sont encore plus lisibles, formant comme des bancs et des terrasses le long des parois. Les grottes volcaniques se forment le long d'une coulée principale. Elles se ramifient parfois en galeries secondaires de plus petite dimension. L'ensemble de ces galeries, de ces cavités, de ces grottes, s'entrecroisent et se chevauchent dans un réseau complexe. Oui, je m'attends. Adam, Floram. Apparemment, ça se rejoint, ça continue par là. Ici, c'est un véritable labyrinthe de 4 km de galeries qui s'est formé sur 2 hectares. Il serait très facile de s'y perdre. Floram. Adam. Ah ben voilà, Juan Carlos. Hola. Voilà. Ahora vamos a continuar recto por esta galería. Ah, ok. Si. Labyrinthe ton truc, hein. Sí. ¿Eh? Esta es una de las partes más interesantes de la cueva por la historia arqueológica que tiene. Cette grotte présente un grand intérêt pour les archéologues. Elle a en effet servi d'habitation ou peut-être de refuge pour les populations locales, les Guanches, qui habitaient l'île avant les conquêtes espagnoles. Ils utilisaient outils et armes de pierre, et on a retrouvé ici ces nombreux débris de poterie et ces ossements d'animaux, relief des repas de l'époque. Los explotadores del mundo arqueológico, ¿no? La cerámica, pues, es una cerámica bastante antigua. Ellos tenían su lugar aquí para dormir, descansar y demás. Por decirlo de alguna forma, esta era una de las habitaciones. Tenían, pues eso, la habitación donde dormían y demás. Si vienes... Un lac d'eau de mer barre le passage.
l'exploration semble terminée. C'est le premier de la série de lacs. C'est salé. Mais la lave ne s'est pas arrêtée à la plage. Elle a continué son chemin sous l'océan. Les blocs sont pas tous très stables. Touche d'humour, le plus long tube de lave sous-marin du monde, commence derrière les toilettes d'une taverne. Sous l'œil intrigué des clients, les plongeurs préparent leur matériel. Robert Lévesque, spécialiste de la plongée dans les grottes sous-marines, a rejoint l'équipe. Les plongeurs en grotte ou spéléonautes sont peu nombreux. Sous une apparente décontraction, la préparation exige une concentration extrême, un matériel et un entraînement de pointe. Dans ce type de plongée, il n'y a pas d'accident mineur. Une fois engagé dans la partie inondée de la grotte, pas moyen de remonter rapidement vers la surface. Pour retrouver l'air libre, il faudra parcourir en sens inverse toute la distance franchie à l'aller. Alors tous les équipements doivent être doublés, voire même triplés. Cette grotte immergée est encore peu explorée. 4 expéditions jusqu'ici n'ont permis de découvrir que 2 kilomètres de galerie. Les habitants de Lanzarote l'appellent le tunnel de l'Atlantide. On entend pour la première fois parler de l'Atlantide dans le Critias de Platon. Il parle d'un continent qui s'étendait des Canaries aux Antilles et abritait une civilisation très avancée, composée d'une confédération de 10 royaumes. À la suite d'un terrible séisme, l'Atlantide aurait disparu sous les flots. Ceci, c'est la légende. Mais la présence de roches sédimentaires entre les îles, les failles de la croûte terrestre particulièrement marquées dans l'archipel, et l'activité volcanique atteste bien d'un immense cataclysme, voici 3000 ans. Dans ce tube volcanique sous-marin, il règne une atmosphère étrange, entre le rêve et la peur, entre l'inquiétant et le merveilleux. En déroulant son fil d'Ariane, Robert Lévesque rêve peut-être secrètement de découvrir des ruines ou des vestiges antiques. À première vue, pas de connexion avec la mer. Pour le vérifier, Robert tente d'explorer une cheminée étroite qui s'ouvre dans le plafond. Mais la galerie s'arrête au bout de quelques mètres. On ne passe pas. Déjà un tiers de la réserve d'air consommée, il est temps de faire demi-tour. Il faut toujours conserver les 2 tiers de ces bouteilles pour le retour. C'est la règle que personne ne transgresse. Aucun vestige antique dans les conduits visités, mais l'exploration complète de cette grotte nécessitera encore des dizaines de plongées. Les espoirs de découverte pourront occuper longtemps encore les songes des plongeurs. L'exploration se termine et l'équipe remonte lentement vers la surface pour savourer les derniers instants. Heureusement, le monde souterrain est vaste. D'autres galeries encore à explorer protègent d'autres secrets à percer. La vie a commencé à se développer dans les profondeurs des océans. Une vie si riche, si foisonnante, que les squelettes des animaux marins se déposent au fond des mers en couches successives et se solidifient lentement pour former les roches calcaires. Puis la dérive des continents a repoussé ces roches calcaires en surface. Des grottes se sont formées, des grottes dont les hommes avaient bien du mal à comprendre l'origine. La colère des dieux, les cataclysmes volcaniques ou l'œuvre de très anciennes civilisations seront tour à tour évoqués. L'Église affirme au XVe siècle que ces cavités inquiétantes ont servi d'évacuation pour les eaux du déluge.
C'est dans l'actuelle Slovénie qu'ont débuté les premières recherches sur l'origine des grottes, plus précisément dans le massif du Karst, un long plateau calcaire truffé de galeries et de rivières qui disparaissent sous terre pour réapparaître parfois brutalement en période de crue. Au XVIIe siècle, un érudit de la région, le baron de Valvassor, cherche à comprendre ces phénomènes et entreprend une exploration systématique des grottes du Karst. Une entreprise particulièrement périlleuse au vu des moyens de l'époque, mais qui consacre Valvassor comme le premier véritable spéléologue de l'histoire. Il s'intéresse surtout à un lac dont les eaux disparaissent périodiquement pour ressurgir violemment, provoquant l'inondation des cultures. Un siècle après Valvassor, à la demande de l'empereur d'Autriche, Joseph Anton Nagel, le mathématicien de la cour, reprend les investigations sur ce monde souterrain. Son rapport n'a jamais été publié. Le manuscrit est conservé dans les archives de la Bibliothèque nationale à Vienne depuis 1748. Il contient une description très détaillée des grottes de Slovénie ainsi que des gravures d'un réalisme surprenant. Nagel développe une théorie audacieuse sur l'interaction de l'eau et de la roche. Grâce à lui, on commence à comprendre que les grottes calcaires sont l'œuvre de l'eau. Pendant son séjour en Slovénie, il s'intéresse vivement au château de Predjama. Cas unique au monde, ce château est construit sous le porche monumental donnant accès à un réseau de 7,5 km de grottes réparties sur 3 niveaux. On raconte que ce véritable nid d'aigle a soutenu un siège de plus d'1 an, grâce aux galeries souterraines qui permettaient aux assiégés de s'approvisionner à l'insu des assaillants. Some of the 19th century visitors have put their names up, and they're not early, and then none of the names are important, but there's some a little further on I'll show you. There's Nagel. Dans cette galerie située directement sous le château, les signatures des visiteurs qui explorèrent cette grotte. Dans un recoin, celle de Nagel et la date de son passage, le 13 juillet 1748. Nagel, Joseph Anton Nagel, who was here in 1748 in July. Et voici le premier plan d'une autre grotte, celle de Postojna, dessinée par Nagel. C'est l'une de ses plus remarquables contributions à la connaissance du monde souterrain. Cette grotte est aussi la première ouverte aux visiteurs. En effet, de nombreux voyageurs, à partir du XVIe siècle, visitent cette curiosité souterraine, où la rivière Piuka disparaît sous la montagne. La partie connue de cette grotte jusqu'à la fin du XVIIIe siècle se limite aux galeries relevées sur le plan de Nagel. La principale galerie est interdite aux visites aujourd'hui. Ici, on tient à préserver les témoignages inestimables que constitue la signature des visiteurs, attestant la longue histoire de la grotte, puisque la plus ancienne signature relevée date de 1213. La grotte devient tellement célèbre que l'empereur d'Autriche, François II, annonce son désir de la visiter en 1818 et déclenche une frénésie d'aménagement. À l'occasion de ces travaux, un ouvrier découvre un passage supérieur qui mène vers des kilomètres de nouvelles galeries. L'empereur ne se risquera pas dans ces nouvelles découvertes. Mais dès 1819, des aménagements permettent aux touristes de les visiter sans crainte. Des chandeliers remplacent les torches, on taille des escaliers dans la roche et des ponts permettent la traversée de la rivière souterraine. Le tourisme souterrain est né. Ces gigantesques galeries contiennent de superbes concrétions qui émerveillent et enchantent les curieux. Bientôt, la fréquentation dépasse les 1000 visiteurs par an.
En 1857, on installe un chemin de fer dans la galerie principale. Le premier chemin de fer dans une grotte. Il est d'abord poussé par les guides, puis tracté par des motrices. Parmi ces touristes anonymes, un Français, Édouard Alfred Martel. Il visite Postojna et revient passionné par l'exploration du monde souterrain. Considéré comme le père de la spéléologie française, Martel explore avec les moyens rudimentaires de son époque des gouffres, en France comme à l'étranger. Et il fait de nombreux émules, dont Robert de Joly, qui perfectionne les techniques d'exploration au début du XXe siècle. Il faudra attendre la fin des années 60 pour que la spéléologie sportive connaisse un essor prodigieux. Les clubs se multiplient et les nouvelles techniques de descente à la corde permettent de pulvériser les records de profondeur et de longueur. Mais les accidents sont fréquents et cette pratique acquiert bientôt une réputation de sport dangereux. Puis la spéléologie tente de se mettre au service de la science. Des volontaires acceptent de longues périodes d'isolement sous terre pour étudier leurs effets physiologiques et psychologiques sur l'homme. Alors l'exploration du monde souterrain s'organise. Des règles de sécurité pour les spéléologues et pour les grottes qu'ils traversent se mettent en place. À la fin du XXe siècle, la spéléologie n'est plus seulement un sport, mais une discipline d'exploration et d'étude, avec ses contraintes et ses enjeux. L'accord fait 50 mètres, mais à partir du dernier spit, il y a 40 mètres plein vide. Alors quand on dit plein vide, c'est vraiment plein vide. Là. Ok, départ. Wouh! Libre! Ça va? Oui, c'est parti. Oui, terminé peut-être. C'est vive là. On connaît et on comprend aujourd'hui le processus de la formation des grottes calcaires dans ses grandes lignes. Reste encore à établir pour chaque réseau une cartographie qui ne peut s'effectuer que sur relevé après une exploration minutieuse. Pour pénétrer dans l'immense réseau du karst slovène, l'équipe emprunte une perte, l'endroit où une rivière s'enfonce sous la terre. Ici, à l'étage inférieur, l'eau est active. Elle continue à creuser la grotte encore plus profondément dans l'écorce terrestre. Pour l'assurance, dans 2000, ouais. Dans 2000. Florence Jadot, Alain Grignard, Robert Lévesque et Jean-Paul Courmont savent l'exploration de cette partie du réseau particulièrement périlleuse. La rivière constitue un obstacle à leur progression, mais surtout, une crue soudaine peut inonder la galerie à tout moment. Trop nombreux sont les spéléos à avoir perdu la vie dans ce genre d'accident. Comment l'eau peut-elle creuser de telles cavités? Comment fait-elle pour élargir de minuscules failles et les transformer en ces immenses galeries et salles souterraines? Déjà à leur époque, Valvassor et Nagel avaient établi que l'eau creusait le calcaire. Mais la force mécanique, l'abrasion n'expliquaient pas tout. Il fallait qu'un autre facteur entre en jeu. Mais lequel?
C'est assez une fois en sortie. Au début, ça va, mais après, ça va vachement. Ça passe? Apparemment, il y a encore un truc très étroit, et puis après, ça va s'élargir, mais ça va pas être évident. Curieusement, c'est en cherchant à fabriquer de l'eau gazeuse que l'on découvrit le secret des grottes du karst. À la fin du XIXe siècle, un chimiste suédois, Torbjörn Bergman, tente de fabriquer artificiellement une eau gazeuse semblable aux eaux pétillantes de Spa et de Seltz, très à la mode à cette époque. Il parvient à insuffler dans de l'eau plate un gaz récemment isolé, le gaz carbonique. Pour vérifier la qualité de son eau, il effectue différents tests et, à sa grande surprise, constate que son eau gazeuse peut dissoudre le calcaire. C'est Georges Cuvier, le naturaliste français, qui fait ensuite la relation entre l'acidité de l'eau et la formation des grottes. Le mystère est éclairci. Chargée de gaz carbonique, l'eau de ruissellement, grâce à son acidité, pénètre les fissures du calcaire, les élargit et forme des rivières souterraines. En remontant dans les étages supérieurs abandonnés depuis longtemps par la rivière, on constate que ces galeries du réseau fossile se transforment. Oui, je le vois, ça a l'air très bien. Effectivement. Quand je vois la sortie, mais depuis ici, ça marche très bien. Il y a des gros poules qui copieraient bien les petits. Peut-être une application du principe de physique qui dit que tout creux a tendance à se remplir. Ou l'illustration du dicton populaire qui affirme que la nature a horreur du vide. Dans le monde souterrain, il y a bien sûr les alluvions déposées par les rivières, mais surtout un florilège de concrétions, les stalagmites, stalactites et autres superbes décorations qui rendent les grottes si féeriques. Ces sculptures de calcite peuvent prendre les formes les plus variées et les plus étonnantes. Elles sont l'œuvre de l'eau. Traversant la couche d'humus en surface, chaque goutte d'eau se charge de gaz carbonique. Et descendant le long d'une fissure, elle dissout et emporte du carbonate de calcium. Arrivé dans l'atmosphère souterraine, le gaz carbonique s'évapore et l'eau perd son acidité. Le carbonate de calcium se cristallise en calcite, là où la goutte l'a abandonné. Goutte après goutte, année après année, les concrétions se forment, très très lentement, chacune à son propre rythme. Attention, caillou. Ouais, ouais. C'est un bon bord de feuille, elle continue de croître. Le bord de feuille, c'est super. C'est vrai, ça passe là. Ces phénomènes de formation des grottes calcaires, on les appelle aujourd'hui phénomènes karstiques. Référence et hommage aux investigations effectuées par les premiers explorateurs du karst slovène dans cette région des Balkans. C'est justement dans ce karst slovène, et uniquement là, au plus profond de dizaines de kilomètres de galeries noyées, que l'on trouve le plus surprenant habitant du monde souterrain, le proté. Ça, c'est la confluence des deux. Voilà le confluent. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est de partir donc ici l'entrée. On remonte, donc les deux rivières se rejoignent ici. Et on va arriver aux alentours de ce petit lac. C'est donc là qu'on a des chances de trouver le proté. Ce fossile vivant, dont l'origine reste un mystère, se tapit dans l'obscurité et l'eau glacée.
L'antre du Proté est protégé par une grille pour décourager les touristes de se risquer dans ce gigantesque labyrinthe. Pour aller à sa rencontre, une marche d'approche de 2 km sous terre, en transportant une centaine de kilos de matériel avant de rejoindre un mystérieux lac souterrain. Cyril Mlinard est photographe et plongeur à l'Institut des sciences naturelles de Ljubljana. Cela fait 10 ans qu'il traque les protés dans toutes les grottes de son pays. Même dans son milieu naturel, le Proté est très difficile à approcher. Aveugle, il fuit pourtant la lumière qu'il détecte en percevant les rayons infrarouges et se réfugie sous les rochers. Cyril inspecte le fond du lac souterrain dans ses moindres recoins. Il soulève au passage des nuages de vase qui gênent la visibilité. Soudain, une forme de vie apparaît. Une petite crevette translucide et aveugle. C'est un Troglocaris. Trop gros pour le Proté qui fait son ordinaire de petits verres de vase. Un Proté pointe enfin le bout de son museau. Sa peau d'un rose clair est probablement à l'origine de son surnom, le poisson humain. Comme nous, il bronze s'il est exposé à la lumière et il perd son bronzage dès qu'il retourne à l'obscurité. De l'homme, il partage aussi la longévité puisqu'il peut vivre entre 60 et 80 ans. Le Proté est entièrement adapté au milieu souterrain et ne survit pas en surface. Un jeune insouciant vient se frotter au photographe. C'est la première fois que Cyril a l'occasion d'observer un si petit Proté. Les habitants de la région racontaient que les cavernes abritaient les bébés dragons. Ils confondaient sans doute ailes naissantes et branchies. Mais cet animal n'a rien du dragon terrifiant de la légende. Il serait même plutôt attachant. À l'âge adulte, sa taille ne dépasse pas les 25 cm. Et pourtant, cet amphibien est le plus gros animal que l'on puisse trouver dans les cours d'eau souterrains d'Europe. Changement de décor. Près du village de Moulis, dans le sud-ouest de la France, le CNRS a installé un laboratoire souterrain qui élève et étudie les protés depuis 1948. Les chercheurs sont parvenus aujourd'hui à maîtriser sa reproduction en laboratoire à partir des œufs et des larves. Ces yeux, normaux à la naissance, régressent rapidement pour complètement disparaître à la puberté. Une régression irréversible, programmée génétiquement. En étudiant cette régression de l'œil, les scientifiques espèrent trouver un jour son explication et améliorer le diagnostic de certaines cécités de l'homme. Et maintenant, la fontaine de Vaucluse, dans le sud-est de la France. Outre le séjour de Pétrarque, qui a écrit là certains de ses plus beaux vers, ce site doit sa célébrité à sa grotte totalement immergée. Depuis toujours, les hommes se sont demandé d'où venait cette eau qui forme en période sèche un miroir tranquille au fond d'une immense vasque. Le scaphandrier marseillais Ottonelli est le premier à avoir voulu passer de l'autre côté du miroir. Le 27 mars 1878, il effectue une plongée à l'aide d'un scaphandre lourd et de semelles de plomb et parvient à descendre à 23 mètres. À la remontée, sa barque en métal chavire et coule dans le gouffre.
En entamant leur exploration, les spéléonautes de notre équipe parviennent rapidement jusqu'à la barque d'Ottonelli, écrasée sous d'énormes blocs de pierre. Un des plongeurs découvre une inscription sur un bloc de pierre qui semble s'être effondré à une quarantaine de mètres sous le seuil de la vasque. Une fleur de lys et une date. 1690. Sans doute gravée à la demande du vice-légat d'Avignon, à l'endroit où la Sorgue était le plus bas. Après la Seconde Guerre mondiale, l'invention du scaphandre autonome relance les explorations dans la fontaine. En août 1946, une équipe dirigée par le capitaine Taillé, assistée du lieutenant de vaisseau Jacques-Yves Cousteau, tente de nouvelles plongées. L'équipe parvient à franchir un rétrécissement vers 25 mètres, mais elle est arrêtée à 40 mètres de profondeur. À cause d'une déficience de leur matériel, l'air de leur bouteille est vicié par du monoxyde de carbone. Les plongeurs, victimes de violents malaises, ont de la chance de s'en sortir vivants. 10 ans plus tard, Cousteau et l'équipe de la Calypso recommenceront les explorations, suivis de nombreux autres plongeurs. En 1983, Jochen Hasenmayer atteint une profondeur de 205 mètres, mais il ne touche pas le fond. Il est clair qu'il faudrait utiliser d'autres moyens pour sonder cet immense gouffre noyé. C'est là qu'interviennent les engins télécommandés. Déjà en 1967, un premier appareil, beaucoup plus volumineux que celui-ci, avait tenté une descente sans succès. À partir de 1983, des sous-marins robots de plus en plus sophistiqués sont mis en œuvre dans la fontaine. Premier obstacle, ce rétrécissement, proche de la surface, qui nécessite l'assistance des plongeurs pour guider l'appareil jusqu'à l'entrée de l'immense gouffre. Le plus gros problème de ces engins, c'est leur câble de commande, qui risque à tout moment de s'accrocher dans les aspérités de la roche. Les uns après les autres, les appareils implosent ou se coincent avant d'avoir atteint le fond. De nombreux obstacles au cours de la descente du robot, morceaux de câbles abandonnés, cordes tendues par les plongeurs précédents, sont autant de pièges à déjouer pour les engins qui tentent l'exploration. C'est enfin en 1985 que le Modexa se pose à une profondeur de 329 mètres. Sur les écrans de contrôle, des galeries horizontales semblent se profiler. Mais l'appareil ne peut pas s'y engager. Son câble l'en empêche. Il faudra attendre la construction d'un engin autonome pour enfin percer le secret de la fontaine de Vaucluse. Ce sera l'un des grands défis de la spéléologie du XXIe siècle. C'est tout pour l'instant. Autre défi, l'exploration des grottes de haute montagne. C'est dans les immenses massifs calcaires alpins que l'on trouve les gouffres les plus profonds au monde. En Autriche, le massif du Darkstein est connu pour ses phénomènes karstiques exceptionnels. L'altitude de ces grottes et les conditions climatiques en haute montagne rendent leur exploration difficile. Elles ne sont accessibles qu'en été. Le gel intense qui sévit pendant une grande partie de l'année crée des phénomènes karstiques tout à fait particuliers. Les lapias. Le gel a fait éclater la roche en milliers de crevasses sculptées par l'écoulement de l'eau lors de la fonte des neiges.
Le sol semble être parsemé de milliers de grottes. Mais en réalité, il ne s'agit que de crevasses d'1 ou 2 mètres de profondeur. Cette multitude d'orifices rend la localisation des grands réseaux très difficile. Oui, c'est là-bas. Il faut le trouver, hein. Il y en a 300 au mètre carré ici. Tous se préparent à une exploration dans des conditions un peu particulières. La grotte est creusée dans le calcaire, mais ici l'eau qui ruisselle n'a pas le temps de créer des concrétions minérales. Elle gèle. Même en été, il fait beaucoup plus froid dans la grotte qu'à l'extérieur. L'équipe a l'impression de descendre dans les entrailles d'un glacier. Pourtant ici, c'est le glacier qui est venu s'installer dans les salles et les galeries de la grotte. Parois de pierre et de glace se côtoient en parfaite harmonie. Ces glacières, comme on les appelle, sont peu nombreuses, même à très haute altitude. Pour que la glace y reste en permanence, il faut qu'un courant d'air froid se fasse entre 2 orifices situés à des altitudes différentes. Au fil des ans, la glace s'accumule dans les plus grandes salles, formant des couches superposées que l'on distingue sur les parois. En Autriche, les couches les plus anciennes remontent à 3000 ans. Florence Jadot prélève des échantillons d'eau et de glace. Les scientifiques pourront extraire les pollens qui s'y trouvent. Cette étude contribuera à identifier la végétation et à connaître le climat des siècles passés. Après les grands froids de l'hiver, les cristaux de glace forment des concrétions superficielles de toute beauté. Des concrétions éphémères qui ne dureront que le temps d'une saison. L'été approchant, le ruissellement de l'eau les fera fondre. Les grottes alpines ne contiennent que peu de concrétions minérales. Mais il n'en est pas de même pour les cavités des montagnes pyrénéennes aux conditions climatiques plus douces. Ici, les cristaux de gypse ne fondent jamais. Protégée par 650 kg d'acier, la grotte de la Cigalaire, une des plus belles grottes du monde, découverte en 1932 par le spéléologue français Norbert Casteret. Son accès est très réglementé. Ici, pas question d'exploitation touristique, ni même de spéléo sportive. La grotte n'y survivrait pas. Au-dessus de la rivière souterraine, des galeries fossiles de toute beauté, dont les parois sont recouvertes de flocons, blancs comme de la neige. Avant le classement de la grotte, certains indélicats ont laissé leurs traces, ineffaçables.
et ils ont aussi pillé ses richesses minérales. Cette galerie s'appelle le 7e ciel. Elle n'apparaît sur aucune carte. Les spéléologues qui l'ont découverte l'ont tenue secrète. Et ce nom, elle le mérite bien, avec ses concrétions très rares. Ses parois sont entièrement recouvertes d'éblouissants cristaux de gypse. Certains de ces cristaux, les excentriques, poussent dans tous les sens. Ils semblent défier les lois de la pesanteur pour se faire tantôt animaux fantastiques, tantôt fleurs voluptueuses. Parmi ces formes extraordinaires, blottie au fond de la galerie, une hermine avec sa fourrure de gypse faite de minuscules cristaux qui se sont repoussés les uns les autres. La moindre caresse lui serait fatale. Passionné par les grottes des Pyrénées, Norbert Casteret découvre en 1938 un autre joyau souterrain, le gouffre d'Esparros. C'est la découverte dont rêve tout spéléologue. Le sol rocheux qui entoure cette grotte renferme beaucoup de magnésium. Ici, les concrétions ne sont pas seulement formées de calcite, mais aussi d'une variante beaucoup plus rare du carbonate de calcium, l'aragonite. Frappé par la beauté de cette galerie, Casteret la baptise l'Alhambra. Patrick Cabrol, chargé de la protection et de la conservation des grottes, nous fait les honneurs de ce palais des spéléologues. Cette partie du gouffre d'Esparros est également protégée aujourd'hui. Tu vois, nous avons ici les aragonites typiques du gouffre d'Esparros, le début de la galerie de l'Alhambra. La croissance de ces bouquets d'aiguilles d'aragonite nécessite un environnement parfaitement stable, que des visites trop fréquentes pourraient perturber. Ici, chaque concrétion est d'une incroyable fragilité et d'une beauté exceptionnelle. Les découvertes les plus récentes sont aussi les plus belles. Cette grotte-ci, appelée Laguzou, a été explorée pour la première fois en 1965 par les spéléologues de l'Aude. Par endroits, la calcite prend une forme totalement inattendue. Dans les gours, ces petits lacs d'eau pure, des cristaux se sont développés. Ils y ont pris une forme triangulaire absolument unique. Il reste encore beaucoup à découvrir dans le monde souterrain. À peine 1/10 des grottes existantes auraient, selon les spécialistes, été inventoriées. Et 98% de l'or bleu, la réserve d'eau douce de notre planète, se trouve sous terre. À découvrir et aussi à protéger,
ces cristaux sont particulièrement convoités et chaque jour des grottes sont pillées ou polluées. Ce patrimoine irremplaçable, il nous appartient de le préserver.